Voilà, merci beaucoup Simona. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais introduire chacun des deux intervenants et puis je vais leur laisser la parole. D'abord ici, donc à ma droite, on a Alain Régnier qui enseigne l'anthropologie à l'UCL, qui dirige également la revue Études Tsigane et qui vient en fait ici aujourd'hui nous parler de l'histoire des Roms, d'où viennent-ils, quelles sont leurs origines, quelles sont leurs identités. Il va également nous expliquer, nous parler un petit peu de sémantique, la sémantique des divers termes en rapport avec ce sujet. Et à ma gauche, j'ai donc Luc Bolsens, qui est travailleur social, qui travaille pour le service de prévention de la commune de Saint-Josse et qui s'est intéressé aux Roms suite à leur présence dans cette commune. Il va donc nous relater son vécu par rapport à ça. Et bon, il a constaté qu'il n'y avait en fait aucune aide qui était fourni aux Roms ici à Bruxelles, et donc il a décidé de fonder la SBL Roms en Rome, et il nous en parlera aussi. Donc chacun des intervenants va parler une demi-heure, d'accord, et puis ensuite, donc, comme l'a dit Simona, on commencera une table ronde, un débat où vous serez amenés à poser des questions, chacun à votre tour. Donc voilà, Monsieur Régnier, je vous en prie, c'est à vous. Bien, merci. Je vais tenter de vous donner l'essentiel de ce que l'on peut retirer de l'histoire des Tziganes, des Roms et compagnie. Je vous indiquerai assez bien de données sur les noms en cours de route. Et à partir de l'histoire également, j'ouvrirai sur certaines données fondamentales sur le plan anthropologique et sociologique. Alors la toute première, donc pour l'histoire tout d'abord, la première donnée essentielle, c'est la sortie d'un groupe humain de l'Inde vers le Xe siècle de notre ère. C'est la toute première donnée. Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé exactement lors de cette sortie et pourquoi les gens sont sortis. Il est probable que les ancêtres des Roms, Gitans, Manouches et autres actuellement soient des gens qui étaient réduits à l'esclavage dans le contexte de toute une série d'invasions de troupes musulmanes essentiellement, mais qui étaient soit mongoles, soit afghanes. On a négligé jusqu'à présent une série d'informations plus précises également concernant l'arrivée des Turcs seldjoucides, une armée qui était très, très nomade et qui utilisait des esclaves en très très grand nombre. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour le moment. On pourrait déjà y passer quelques jours, en tout cas, pour vous dire ce que l'on possède. Si ça vous intéresse, on y reviendra. En tout cas, ce qui est tout à fait certain, c'est que les Roms n'ont pas retenu les causes de l'origine. Ils n'ont pas fondamentalement cette origine en mémoire. Et ce qui nous permet de dire qu'ils viennent de là, c'est avant tout ce qui relève de leur oralité et notamment leur langue. On y reviendra tout à l'heure également, mais la langue des Roms est une langue qui est un petit peu en elle-même la mémoire de ce groupe, avec des composantes fondamentales qui sont d'ordre indien, essentiellement du sanskrit, mais également toute une série de composantes successives iraniennes, caucasiennes, et puis les langues de l'Europe, à commencer par le grec, parce que c'est là qu'ils se sont installés en arrivant en Europe, d'abord. Alors là, on va y revenir. Donc, en tout cas, en dehors de cet aspect élémentaire de base, et ils sortent de l'Inde, il y a un autre aspect qui doit être absolument souligné, c'est le fait que leur histoire est liée à des migrations successives. La première migration, c'est en tout cas comme ça que jusqu'à présent on la présente, c'est justement cette sortie de l'Inde et ce premier parcours jusqu'à l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, donc c'est en gros cet empire romain d'Orient qui avait pour capitale Constantinople et qui a perduré jusqu'au milieu en gros des années, du XVe siècle, à la chute de Constantinople. Les ancêtres des Roms qui apparaissent dans cet empire sont vraiment attestés à Constantinople vers 1150. Alors, à partir de là, il y a eu toute une série de migrations ultérieures. La toute première migration ultérieure, qui prolonge en quelque sorte la migration de l'Inde, c'est une migration qui amène les ancêtres des Roms à parcourir pratiquement toute l'Europe et à peupler cette Europe aux alentours du début du XVIe siècle. En 1500, par exemple, tous les pays d'Europe sont
parcourus par des populations roms. On va y revenir, mais les Roms vont connaître toute une série de vicissitudes ici et là, par-ci, par-là, de la liberté, mais beaucoup d'exclusion, on va y revenir. Et dans ce contexte d'exclusion, d'autres migrations vont voir le jour. Ces migrations ne vont pas démarrer en 1500, mais vont démarrer beaucoup plus tard, dans le courant du 19e siècle. Alors, c'est une migration qui va amener une série de Roms de l'Est de l'Europe vers l'Europe occidentale, et bien au-delà encore, il y aura des prolongations jusqu'en Amérique, notamment en Afrique du Sud, dans différentes régions. La Russie tsariste va être parcourue de long en large par une série de ces familles. Donc ça, c'est la deuxième migration, la deuxième grande migration qui démarre au XIXe siècle et qui se termine au début du XXe siècle. Il y a une troisième migration qui, elle, prend cours dans le courant des années 60 et qui part essentiellement de l'ex-Yougoslavie, où on a de très nombreux Roms yougoslaves qui viennent travailler en Europe occidentale à partir de 1960-1965. Et cette migration de Roms de l'ex-Yougoslavie va être complétée, on va dire, par des migrations successives de Roms d'autres pays d'Europe de l'Est et qui vont s'installer ici. Alors, on pourrait parler d'une quatrième migration aujourd'hui. Depuis 1990, on a une migration nouvelle en provenance, là encore, d'Europe centrale et orientale vers l'Europe occidentale, essentiellement, vers un peu la Turquie également. On va revenir sur ces différents éléments-là tout à l'heure. Je pense que... Alors on va y revenir de toute façon toujours dans le cadre de l'histoire, mais avant ça, revenir sur les exclusions. La toute première exclusion que les Roms connaissent, c'est très probablement l'esclavage sous la férule des Turcs seljoucides. On n'en a pas encore beaucoup plus de détails, mais en tout cas, c'est étonnant, ils apparaissent dans notre monde européen à peine avant l'arrivée des Turcs dans la future Turquie. Et ils vont alors, je dirais, connaître une seconde exclusion dans un pays d'Europe orientale, c'est en Roumanie, où dès le milieu du XIVe siècle, donc vers 1350, ils sont astreints à l'esclavage. C'est un esclavage qui va durer jusque le milieu, en gros, du XIXe siècle. Et c'est la fin de cet esclavage qui va justement pousser une série de ces Roms à enclencher la deuxième grande migration, dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est un esclavage qui n'a pas touché tous les Roms de Roumanie de la même manière, parce qu'ils étaient subdivisés, en tant qu'esclaves, ils étaient subdivisés en esclaves de la couronne, c'est-à-dire les esclaves des princes de Moldavie et de Valachie, et ceux-là pouvaient rester nomades et devaient simplement payer un tribut annuel pour pouvoir travailler dans l'espace roumain. Par contre, il y avait d'autres problèmes, d'autres situations sociales beaucoup plus dures, les esclaves des abbayes, et les esclaves des boyards. Les boyards, c'est pas les Wallons, les boyards, c'est la noblesse de cette région de l'Europe. Et dans certains cas, la situation est extrêmement dure. Les propriétaires des esclaves n'avaient pas droit de vie et de mort sur leurs esclaves, mais ils pouvaient les vendre, les acheter, les disperser les familles, etc. Or, on verra que les familles constituent quand même une des bases, une des forces même de la société tzigane. Donc ils ont été très fragilisés dans cette région du monde. On a eu d'autres problèmes assez rapidement. En Espagne, dès 1499, Isabelle la catholique, par exemple, qui est dans le cadre, qui est lancée dans le processus de la reconquête du sud de l'Espagne sur les Maures, elle va enclencher toute une série de répressions à l'égard de toute personne qui n'est pas bonne castillane, on va dire. Et les Juifs vont subir pas mal de répression, mais les tziganes qui arrivent, là encore, subissent de très très grosses répressions qui concernent
leur mobilité, ils ne peuvent plus bouger, qui concerne leur langue, ils ne peuvent plus parler la langue des Roms, qui concerne les métiers, et ça c'est une stupidité, on va dire, parce que les métiers des tziganes sont tout à fait utiles aux populations locales, notamment le métier de la forge, et puis alors toute une série de métiers qui sont liés à l'art forain, si on va dire, aux arts forains. Donc, ils ont les gens qu'on appellera gitans en Espagne et au Portugal sont des gens qui vont être en quelque sorte emprisonnés entre la nécessité de continuer à vivre selon leur manière, parce que ça répond à des demandes économiques de l'environnement, mais en même temps vont subir la répression du pouvoir royal espagnol en place. Alors, on a une autre forme d'exclusion encore, c'est la tentative d'assimilation en Autriche-Hongrie qui a été imposée par Marie-Thérèse d'Autriche et puis par son fils Joseph II. On a connu ces suzerains-là ici en Belgique, puisqu'il y a eu la révolution de Robinson avant la Révolution française, donc contre ces suzerains. Mais en Hongrie, en Autriche, là aussi, les Roms qui jusqu'alors pouvaient se déplacer ont été astreints à la sédentarisation, ont été considérés comme étant entre guillemets, nouveaux paysans. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas donné de terre, on ne leur a pas donné de blé, de semences à cultiver, on ne leur a pas donné de bétail à élever, et dès lors, eh bien, ce sont des gens qui sont tombés dans une inféodation aux différentes collectivités rurales notamment, et on a là, la trace en Europe centrale et orientale, pour ceux qui y sont déjà allés, il y a pas mal de hameaux tziganes dans ces endroits. Ce n'est pas au centre des villages, mais c'est en périphérie. Et l'origine, c'est Marie-Thérèse d'Autriche et Joseph II. Alors, voilà, rien que ça. Donc c'est vous dire, de l'exclusion, il y en a eu beaucoup. Il y a eu également génocide. Alors je ne dis pas un génocide, mais il y a eu génocide. Un premier génocide totalement méconnu, eh bien, c'est par ici qu'il s'est déroulé. C'est entre 1725 et 1728. Dans les Provinces-Unies, il y a eu un combat contre les gens qui étaient appelés Heden, les païens. Mais les païens en question, ce n'était rien d'autre que ceux qu'on appelle aussi tziganes, roms, manouches, etc. Et donc là, ça a été véritablement un nettoyage ethnique complet des tziganes, en tout cas dans les Provinces-Unies des Pays-Bas, pas nécessairement ici. Et alors, à partir de là, vous devez voir, les survivants ont fui, ont tenté de fuir, à travers notamment les forêts ardennaises et la principauté de Liège, qui jusqu'alors était tolérante, a commencé elle-même à prendre des lois anti-tziganes. Ces gens ont reflué et se sont retrouvés en Alsace, où ils se sont installés et ont repris le voyage après un certain temps vers la France, la Belgique, etc. Donc, migration, vous voyez, ces migrations, elles ne sont pas comme telles le chef des tziganes. Elles ne sont pas le fruit d'une volonté des tziganes à vouloir partir d'un endroit vers un autre. C'est quelque chose qui est lié à l'histoire de l'Europe, on va dire à l'histoire du monde, mais notamment à l'histoire de l'Europe, et c'est une partie, je dirais en tout cas, consubstantielle de leur propre histoire, puisque ils ont laissé des traces partout à partir de ces migrations. Alors, il y a quand même un autre génocide beaucoup plus célèbre, quoique parfois encore nié aujourd'hui, c'est le génocide des Roms à l'époque des nazis, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. J'oserais le mot, c'est une carabistouille nazie indescriptible, parce que les nazis considéraient les Roms comme étant, les Roms, les Manouches, enfin tous ces gens, ils les considéraient comme d'authentiques Ariens par leur langue, mais en même temps, vu les exclusions qui s'étaient imposées aux Tziganes depuis des siècles, eh bien, ces gens étaient perçus comme des asociaux. Or, les médecins nazis étaient préoccupés fondamentalement par une question essentielle, c'est la pureté de la race allemande.
Et pour ça, il fallait éliminer les juifs, bien sûr, mais il fallait éliminer aussi tout autre groupe de gens qui, d'une manière ou d'une autre, allaient pervertir la pureté de ce sang. Et or, les médecins avaient commencé à faire des recherches généalogiques et sanguines extrêmement précises à l'égard de toute une série de groupes, et il se révélait que les tziganes avaient des contacts matrimoniaux répétés, contrairement à ce qu'on pensait, avec les populations sédentaires. Dès lors, ces contacts devaient absolument être supprimés, sinon risque de perversion de la race allemande. Voilà. Combien de Roms et de membres d'autres groupes tziganes sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est très difficile à dire. Les chiffres, on peut vous les envoyer au visage comme ça. On pense, en gros, 500 000 à 600 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tiers des tziganes répertoriés comme tziganes avant la Deuxième Guerre mondiale a été éliminé. Et donc, alors, beaucoup en Europe centrale et orientale, moins ici. Mais rien que par exemple en Belgique, ceux qui étaient considérés par l'administration belge comme tziganes, c'était des gens qui étaient cernés par la police depuis très longtemps déjà et qui avaient des documents qui faisaient d'eux des gens très vulnérables. C'était des cartes de nomades qui ne valaient pas carte d'identité et qui étaient visés, un peu comme en France ça existait aussi, mais qui étaient visés à l'entrée et à la sortie des communes tous les 3 mois. Également par la gendarmerie. Et donc, c'était des gens qui étaient littéralement, on va dire, fliqués. Ce sont ces gens-là qui se sont retrouvés à peu près à 365 personnes à Auschwitz, à partir de la caserne d'Ossat à Malines, et il y en a 12 qui sont revenus. C'est vous dire que, quels que soient les chiffres, l'événement du génocide a été un événement vécu de façon terrible par la plupart des familles. Alors, à l'Est, très fort, avec des génocides indescriptibles, par exemple en ex-Yougoslavie, les Oustachis croates étant particulièrement abominables à l'égard des Roms de Serbie. Et donc il y a eu un camp d'internement, c'est pas Auschwitz, mais c'est un autre camp, c'est Jasenovac, où il y a 70 000 Roms qui sont morts, par exemple. Voilà. Donc ça a été assez terrible. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Roms sont de nouveau dans une phase assez complexe. L'Europe est divisée en deux, le monde est divisé en deux. Les communistes sont à l'Est, les libéraux, on va dire, sont à l'Ouest. Et les tziganes vont connaître une existence assez différente. Ici, en Europe occidentale, pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que les Roms et autres groupes tziganes sont des gens qui vont tenter, la plupart du temps, de perpétuer un mode de vie itinérant, mais avec de plus en plus de difficultés. Dans les années 50, eh bien, dans beaucoup de pays, on a le phénomène des villes nouvelles qui apparaissent, et ce sont des gens des gens qui viennent de la campagne, qui s'installent en ville. On a les tziganes qui voyageaient, qui commerçaient avec ces populations villageoises, n'ont plus de clients, vont vers la ville aussi. En plus, il y a les moyens de traction qui changent, ce ne sont plus les chevaux, ce sont les voitures, les camions, les camionnettes. Donc il y a un mode de vie qui change considérablement, avec des difficultés nouvelles qui s'ajoutent au contrôle depuis longtemps, qui existait depuis très longtemps. Ces difficultés, c'est celle notamment du stationnement. Et ce n'est pas encore fini aujourd'hui. Alors, à l'Est, par contre, c'est un tout autre système qui va se mettre en place. On l'a vu rapidement, mais on l'a vu depuis plusieurs siècles à l'Est, de nombreux groupes tziganes se sont sédentarisés. Et la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, dans des situations de pauvreté catastrophique. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces populations qui ont été touchées par le génocide sont complètement démunis. Les communistes qui viennent au pouvoir trouvent que c'est aberrant que des tziganes existent encore à cette époque-là. Pour eux, les communistes les voient comme des asociaux, des gens qui sont, disons, des délaissés. C'est à cause de la bourgeoisie, ok, mais il faut faire disparaître ça. On va faire disparaître comment? Eh bien, en les transformant en citoyens soviétiques, enfin communistes, on va dire, en bons citoyens communistes, c'est-à-dire des gens qui entrent dans le processus
du processus économique de la prolétarisation. Alors ça ne va pas forcément marcher. Beaucoup de Roms vont être réticents à cet égard-là, mais quoi qu'il en soit, petit à petit, beaucoup d'entre eux vont néanmoins entrer dans ce processus et bénéficier de toute une série de lois qui valaient pour tout le monde, mais qui valaient pour eux aussi, notamment protection sociale, soins de santé gratuits, scolarisation, etc. Ils ne vont pas en bénéficier beaucoup, hein. Ils vont pas en bénéficier beaucoup parce que, par exemple, en ex-Yougoslavie, où on a quand même le président qui a marqué cette région pendant longtemps, le président Tito, il était très ouvert à l'égard des Tziganes. Mais seul 1% à 1,5% de Roms a pu pénétrer dans le système scolaire à un niveau assez élevé, jusqu'au système universitaire par exemple. Et donc ça a donné une intelligentsia qui n'existe pas ici en Europe occidentale, qui n'existait pas en tout cas à l'époque en Europe occidentale. Ça a donné une intelligentsia, mais en même temps, beaucoup de gens qui étaient quand même potentiellement fragiles parce que n'ayant pas comment dire, saisi l'opportunité d'une, je ne dirais pas d'une assimilation, mais d'une ouverture à la scolarisation qui était proposée. Bon, on pourra revenir sur tout ça, mais c'est assez important de vous dire qu'il y a eu là une chance qui a permis à une intelligentsia rom de se développer, pas seulement en ex-Yougoslavie d'ailleurs, dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, les pays communistes, et après la deuxième guerre, après la 1990, donc ça c'est le dernier moment de la désagrégation du bloc de l'Est, à part la Russie, mais enfin bon, dans les autres pays européens, eh bien là, les Roms sont issus de cette expérience d'insertion dans le monde communiste, avec des atouts, mais avec des faiblesses, et une des grosses faiblesses, c'est le rapport à la citoyenneté. Vous savez, comme un des problèmes de l'ex-bloc soviétique, c'est la fragilité économique, une industrie vétuste, etc., des gens qui étaient maintenus au travail mais pour rien faire finalement. Je vous donnerai des anecdotes si vous en voulez. Mais donc ces gens-là se sont retrouvés sans travail et en même temps, à cause des crises économiques qui s'imposaient dans ces régions, il y a eu émergence d'un ultranationalisme qui était étouffé auparavant à l'époque soviétique et qui a débouché sur une exclusion massive de toute une série de minorités, notamment les Roms. Alors, dans cette région, aujourd'hui, on peut dire que les Roms sont à tous les niveaux de la société, vraiment à tous les niveaux. Vous en avez depuis les états-majors des armées, vous en avez dans les académies scientifiques, vous en avez comme médecins, comme avocats, vous en avez comme artistes en très grand nombre, des gens qui sont tout à fait intégrés. Vous avez une pépinière, une intelligence véritablement littéraire rom et sociologique en Russie, mais en même temps, il y a toute une série de gens qui sont des délaissés, et donc ça, c'est un problème catastrophique pour l'Europe actuellement. Alors, avec par exemple des problèmes cruels de manque de scolarité, or la moitié des Roms aujourd'hui, environ 12 millions, 13 millions en Europe, la moitié n'a pas 20 ans. Donc on peut imaginer qu'il y a là potentiellement une chance pour eux et pour l'Europe, c'est d'avoir une jeunesse effective, mais en même temps une grande difficulté qui est celle d'une jeunesse qui manque de scolarité. Alors, voilà. Bon, que peut-on tirer de tout ça? Eh bien, des Tziganes, on en a partout, on va dire. Donc, le premier élément, c'est la diversité. Et le deuxième élément qui est corollaire directement, c'est la dispersion. Il y en a un peu partout. Alors, la diversité, il y a au moins trois groupes, on va retenir ça, trois groupes en Europe. Le groupe des Roms, qui se trouve essentiellement en Europe centrale et orientale. Rom, c'est un terme de la langue tzigane qui signifie l'homme marié, mais qui peut signifier aussi la personne qui appartient au groupe des Roms. Et il y a aujourd'hui, depuis l'action de toute une série d'intellectuels tziganes, il y a une volonté de faire reconnaître l'identité
de ces Roms de l'Est, mais également de leurs cousins des autres régions d'Europe, notamment, sous cette appellation de Rome, une appellation qu'ils voient comme étant plus positive que celle de Tzigane. Tzigane, dans la langue française, ce n'est pas négatif du tout, c'est lié à la musique. Mais dans les langues, notamment en Roumanie, en Slovaquie, etc., être reconnu comme tzigane, c'est être reconnu comme sale, asocial, fainéant, etc. Donc ce n'est pas véritablement quelque chose, un terme par lequel on va se faire reconnaître. Mais les stratégies sont vraiment multiples, et je vois des gens, par exemple de groupes tziganes extrêmement forts sur le plan culturel, comme les Calderaches, qui n'hésitent pas en Roumanie à se dire tzigane quand ils parlent en roumain. Voilà. Donc, méfions-nous de ces idées qui veulent que, par exemple, les choses aillent comme ça et pas autrement. Non, les choses sont beaucoup plus complexes, diversifiées. Alors, ce que je vous dirais aussi, c'est une des caractéristiques à travers cette diversité, cette dispersion. Ah oui, non, avant ça, excusez-moi, il n'y a pas que le mot Rome qui doit être décliné. Rome qui signifie homme marié a probablement un lien avec une caste de l'Inde du Nord, la caste des Dom, qui est une caste de musiciens et de danseurs. Mais ce n'est pas très sûr. Probablement un lien. Il y a aussi un autre lien vraisemblable avec Rama, qui est l'homme en Inde. Alors, vous avez l'autre mot, un autre mot essentiel, c'est celui qui caractérise un groupe tzigane très important en Europe occidentale et principalement en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, c'est le groupe des Manouches. Le groupe Manouche signifie l'homme libre, l'homme véritable. On a un autre mot que les Manouches utilisent entre eux et qui est également connu par ailleurs comme nom générique en Allemagne, en Hollande et en Italie, c'est le mot Sinto. Les Sinti, là encore, c'est un terme qui a une origine sanscrite. Alors, Sindh, le Sindh pakistanais, c'est le Pakistan occidental. On a fait des analogies, donc ces gens viendraient de cette région, rien n'est moins sûr. Par contre, le Sinto, c'est aussi l'ami, le camarade. Donc vous avez des gens qui s'identifient collectivement, ça c'est très important à retenir, à partir de qualifications qui font des hommes libres, des hommes véritables, mais les Inuits, c'est le mot Inuit, c'est pareil, les Esquimaux se disent nous sommes des vrais hommes, les Iroquois nous sommes des vrais hommes, les Mohicans nous sommes des vrais hommes, c'est général en fait. Bon, enfin ils se disent comme ça, ils s'identifient à partir aussi de relations sociales, de relations de parenté, relations sociales, Sinto, les amis, et des relations de parenté, l'homme marié. L'homme marié qui a des enfants. Alors, vous avez, à partir de là, je vous dirai encore quelque chose. On a trop longtemps associé les tziganes à la mobilité et au nomadisme plus particulièrement. Ben, la chose n'est pas fausse, tout à fait franchement. Moi, j'ai passé une bonne partie de mes dizaines d'années de chercheur à défendre, non pas à obliger tous les Roms à être des nomades, c'est pas ça, mais à défendre l'idée qu'ils pouvaient être des gens mobiles et des gens nomades. Et aujourd'hui, la mobilité, elle se conjugue aussi bien dans les migrations récentes que à travers toute une série d'activités économiques. Marchands ambulants, artisans ambulants, artistes ambulants. Voilà. Donc là, c'est véritable. Mais pour être ambulant, il y a 50 ans, il fallait les chevaux, il fallait prendre le temps d'aller d'un coin à l'autre. Là où les commerces, là où les besoins d'une autre population, ceux qui ne sont pas tziganes, c'est-à-dire les gadgés. Et les gadgés, c'est un terme également d'origine sanscrite, donc d'origine indienne, qui signifie l'homme attaché à la terre, le paysan, si vous voulez. Donc, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le mot tzigane, dans la langue indo-européenne, mais c'est absolument pas exploité, ce que je vous dis là. Dans la langue indo-européenne la plus ancienne connue, c'est-à-dire le hittite, qui est une langue qui a été étudiée à partir de découvertes archéologiques en Turquie, eh bien, le mot tzigane, c'est l'homme de la terre, celui qui n'a pas d'attache précise à la terre. C'est pas nomade, c'est pas vagabond, hein, c'est pas errant non plus.
non plus. C'est un lien véritablement, on va dire, complémentaire à celui qui est attaché à la terre. Celui qui est attaché à la terre, c'est le gadjou. Celui qui n'est pas attaché à la terre, c'est le nomade. On reviendra sur ces questions-là. Mais néanmoins, le nomadisme, dans la plupart des États de l'Europe centrale et orientale, il a disparu, si pas avant la Deuxième Guerre mondiale, du moins après, avec l'action des forces communistes. Et dans nos régions, il est de moins en moins, pour le moment, et sur un mode traditionnel, il est de moins en moins pratiqué comme tel. Cela étant, dans tous les cas, je vous ai dit, ce sont des gens de la terre, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui viennent et passent et puis au revoir et merci. Ce qui est vraiment intéressant, et ça, on se le met tous, vous comme moi, dans la tête, définitivement, et on empêche que ça sorte, ce sont des gens qui tous ont un ancrage territorial. Un ancrage territorial. Ça veut dire que quand ils voyagent, ils ne voyagent pas comme ça en ne sachant pas où aller. Ils vont d'une clientèle à l'autre. Et c'est d'une année à l'autre à peu près toujours la même chose qui revient. Quand ils vont de la Roumanie à ici, ce n'est pas isolément qu'ils s'en vont sans savoir où ils vont aller. Ils savent, par exemple, ces derniers temps, on a pas mal de gens qui sont partis vers l'Espagne ou vers la Grèce. Et puis quand ces marches, parce qu'il y avait des besoins, il y avait du recrutement aussi. Mais ils venaient de certaines régions de Roumanie. Quand en Espagne et en Grèce, l'économie a été a stoppé et s'est désagrégée, plus ou moins quand il y a eu moins besoin de petites mains pour les travaux agricoles, eh bien ces gens ont continué, sont retournés, ne sont pas retournés nécessairement en Roumanie, mais sont partis par exemple vers la France, notamment la région de Toulouse et d'autres régions. Il y a toute une série de liens. S'ils sont allés vers Toulouse, par exemple, c'est parce qu'ils avaient déjà de la famille là-bas avant. Il y a toute une série. Donc il y a un ancrage. Et cet ancrage, je veux bien vous donner beaucoup d'éléments. Premier élément, dans la langue des Tziganes. La langue des Tziganes telle qu'elle est parlée par les Tziganes, elle est très dialectisée. Et elle est très dialectisée pourquoi ? Parce qu'elle intègre à la base sanscrite et aux apports ultérieurs, elle intègre des mots et des tournures de phrases, parfois des expressions qui proviennent des gadgets avec qui ils sont régulièrement en contact. Et il faut savoir aussi que les gadgets avec qui ils sont régulièrement en contact, c'est très important. C'est un peu le même monde, même si les gadgets n'acceptent pas toujours les Tziganes. C'est très important. Pourquoi ? Et parce que quand on fait du commerce, quand on fait du travail, quand on veut acheter, quand on veut vendre des choses à une clientèle, il faut connaître la psychologie de ces populations. Il faut connaître beaucoup d'éléments. Et il faut parler avec ces populations. Donc il y a des mots forcément qui rentrent. La culture tzigane, jusqu'à aujourd'hui, malgré les intellectuels que j'ai évoqués, c'est fondamentalement une culture orale. Et dans la culture orale, il n'y a pas de clivage net sur le plan du vocabulaire, entre un vocabulaire qui serait pur et puis un autre vocabulaire. Non, les choses vont et viennent. Et donc, beaucoup de Tziganes sont bilingues ou multilingues. Pas tous. Il y en a qui, après 9 ans, ici en Europe occidentale, ne sont pas capables de dire 2 mots en français ou en néerlandais, par exemple. Mais il y en a qui sont, au contraire, tout à fait capables de se débrouiller. Voilà. Donc, cet ancrage territorial, c'est important. C'est révélé par les dialectes des gens. C'est aussi révélé par la propre manière dont les groupes tziganes se distinguent les uns par rapport aux autres. Les Manouches d'ici, par exemple, n'acceptent pas facilement la venue des Roms de Roumanie ou de Slovaquie ou d'autres. À la limite, ils ne les considèrent pas comme des Tziganes. Ils ne les considèrent pas. Voilà. Mais entre eux, les Manouches d'ici, il y en a qu'on retrouve dans les Marolles, et ceux-là, ils vont dire nous, on est des Manouches de la Marolle. Même s'ils ont encore par-ci par-là des caravanes et s'ils voyagent à partir de la Marolle, de temps en temps, à la bonne saison. De l'autre côté, on va dire voilà, eux, ce sont les Manouches de Paris. Ceux-là, c'est des Manouches alsaciens. Ça, ce sont des Manouches allemands. Ou alors des Manouches flamands. Voilà. Et on peut avoir, vous voyez, chaque fois, une territorialisation de gens que l'on connaît, que l'on considère comme plus ou moins proches, mais pas comme nous, nécessairement. Voilà, c'est tout un jeu de relations qui est très subtil
et qui est une partie de leur civilisation. Alors, un autre élément absolument important, c'est la famille. La famille, chez les Tziganes, ne se résume absolument pas à la famille monoparentale que l'on peut avoir aujourd'hui, en général, ou à la famille à la famille normale, père, mère, enfant. C'est une famille beaucoup plus élargie qui intègre, suivant les moments de l'année, suivant les jeux relationnels, mais qui intègre des frères, des sœurs, des beaux-frères, des oncles, des parents plus éloignés, etc. Et le terme, par exemple, le terme que les Manouches utilisent, enfin, c'est un exemple, mais que les Manouches utilisent pour désigner la famille, c'est I familia, la famille. I familia, c'est aussi bien quand il y a un père, une mère et quelques-uns des enfants que s'il y a un amoncellement de parents plus éloignés. C'est toujours le même mot, c'est toujours le même concept, on est toujours globalement chez soi. Quelque chose d'important aussi, à partir de la famille, je sais qu'il y aura tout un groupe, enfin tout un après-midi sur la famille, plus tard, donc je ne vais pas trop insister, mais quand même ce qui est important, c'est l'enfant. L'enfant n'est pas, en règle générale, n'est pas quelqu'un de délaissé. Il peut être délaissé, mais alors là, c'est dans des situations d'extrême pauvreté. En règle générale, il y a au contraire une véritable affection qui est donnée à l'enfant, et l'enfant, d'une certaine manière, est appelé à s'épanouir sans trop de contraintes. Alors sans trop de contraintes, entendons-nous, le petit garçon n'aura pas trop de contraintes, en gros. Les seules contraintes qu'il va avoir, c'est quand il sort de l'endroit où il vit et qu'il est face au gadget, ben, là probablement il va se rendre compte qu'il y a des exclusions. Mais sitôt qu'il revient chez lui, il va se retrouver dans son milieu, dans son petit cocon. La fille, elle se retrouve aussi dans son petit cocon. Mais, en tout cas, moi, c'est mon expérience. Ce que j'en ai vu à plusieurs, dans deux tas de groupes, hein, aussi bien en Roumanie qu'en Belgique, par exemple. Mais la fille, elle est petit à petit appelée à devenir la future femme au sein du groupe, et donc elle va être plus drillée, on va dire, pour connaître, pour appliquer, en tout cas, toute une série de tabous, des manières de faire la vaisselle, faire la lessive, faire à manger. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Se prémunir dans la promiscuité, qui est très forte, se prémunir par rapport au désir masculin, des choses comme ça. Donc il y a toute une série de choses. Et ça, c'est très 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 important. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, le petit garçon et la petite fille vont devenir les adultes qu'ils sont amenés à devenir. Et d'une certaine manière, le fait même qu'ils soient là, qu'ils existent et qu'ils grandissent, c'est une garantie pour les parents d'être véritablement des Roms et des Romnia, on va dire, les femmes. Voilà. Parce ils ont leurs enfants, ils prouvent qu'ils ont été fertiles et ils agrandissent le groupe d'une certaine manière. Voilà. Je pense que j'ai déjà dépassé 7 minutes, hein, donc je vais m'arrêter là. On pourrait encore dire autre chose qui est essentiel, mais oui, peut-être quelque chose qui est essentiel, si je peux. Oui, allez-y. C'est simplement le fait que les Manouches, les Gitans, les Roms, etc., tous ces groupes-là sont des gens qui n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de douane, mais ils peuvent les uns et les autres travailler comme soldats ou comme officiers ou comme douaniers, ça arrive. Mais ils n'ont pas en tant que tel de groupe qui vont les protéger. La protection existe pourtant, c'est une protection plutôt symbolique. C'est une manière de partager ensemble, et ça ne se fait pas à l'échelle de tous des 12 millions, mais chaque groupe a sa manière de faire, sa manière de partager des faits et des gestes communs, des valeurs communes. Et c'est donc des frontières symboliques, je dirais. Une de ces frontières symboliques est liée à la pureté et à l'impureté. Il y a des choses que l'on fait, il y a des choses que l'on ne fait pas. Voilà. Donc ça, donc vous voyez, ce que je vais vous montrer, c'est que quand vous voyez des gens dans la rue, ils sont probablement très fragiles économiquement, mais il y a chez eux quand même toute une série d'éléments qui relèvent de l'expérience, de la survie parfois,
mais qui relève aussi de valeurs culturelles plus fortes, d'une organisation sociale indéniable, qui est malgré tout légère. Il n'y a pas une contrainte folle, il n'y a pas des chefs, des grands chefs et des arrière-grands. Non. Mais il y a cette présence d'un groupe qui est un groupe aux frontières variables et qui assure la protection quand même des enfants et des adultes aussi. Pas toujours, en gros, oui. Et donc, c'est ça qu'il faut reconnaître quand vous voyez ces gens dans la rue, si vous voulez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, mais on peut immédiatement passer peut-être à monsieur Bolsens. Mais on ne pourrait pas faire les questions peut-être après? Oui, bien sûr. Voilà, merci. S'il vous plaît. Bonjour. Bon, moi je ne suis pas un aussi bon orateur que monsieur Régnier. Je vais tâcher de ne pas vous embêter avec ma façon de m'exprimer. Donc je vais vous parler de mon vécu en tant que travailleur social à Saint-Josse. Donc à la base, je travaille comme éducateur de rue pour la commune de Saint-Josse, dans le service de prévention de la commune. Et alors, donc, avec un collègue, nous avons formé une équipe qui s'appelle, que nous allons baptiser à partir de ce moment-là, la Maraude. La Maraude, donc, est destinée à travailler avec les sans-abri. Nous allons couvrir tout le territoire de la ville de Bruxelles au départ, enfin de la région bruxelloise, essentiellement de la gare du Nord à la gare du Midi, en passant par les stations et la gare centrale. Et donc, à cette occasion, on va rencontrer, on va être appelé par une équipe de APS Stewart, à l'époque ça s'appelait comme ça, à la gare du Nord parce que des familles s'installent là. C'est en fait en octobre 2009. Que se passe-t-il en octobre 2009 ? Il y a Monsieur Watley qui, avec le gouvernement en place à l'époque, fait un décret, un décret pour une régularisation plus rapide, et plus structurée, plus tout ce qu'on veut. Toujours est-il que suite à ça, déjà que les centres d'accueil étaient solidement chargés, là ils débordent. Et donc le fait d'asile, donc qui est chargé de l'accueil des personnes qui demandent l'asile, va être complètement saturé et va chercher à évacuer des pensionnaires. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des familles en plein début d'hiver, en plein hiver carrément. Je me rappelle qu'à l'époque, quand nous les avons rencontrés, il faisait quand même très 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 froid. Et en fait, j'insiste sur cet aspect-là parce que ces personnes qui se sont réfugiées à la gare du Nord devaient sortir entre 1h et 4h du matin avec de tout petits enfants. Durant la journée, ils pouvaient rester à partir de 4h jusqu'à 1h du matin. Oui, comme ça, au vu et aux yeux de tous. Et c'était franchement pas la gloire. J'ai un peu sauté mon texte. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Avant de rencontrer ces familles à la gare du Nord, nous organisions un repas tous les derniers lundis du mois. Nous continuons, la Maraude continue d'organiser ce repas. Et ça se passait à l'extérieur, sur la place Saint-Lazare, dans une espèce de village de toile, on va dire. À la gare du Nord, la place Saint-Lazare, il y a beaucoup de familles roms originaires de Roumanie qui habitent dans des conditions pas terribles. Et en fait,
les enfants sont très curieux. Donc ils sont venus voir un peu ce qui se passait, ils entendaient de la musique et ils se sont infiltrés parmi les sans-abri qui venaient manger. Et je ne sais plus à quelle occasion, j'ai commencé à prendre des photos et imprimer les photos et à les remettre à tous les participants à nos repas. Et je pense que les photos ont beaucoup joué dans le contact que j'ai eu avec et les enfants et finalement les parents qui sont aussi venus. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer dans les familles où j'étais invité à venir boire le café, à venir goûter aux spécialités culinaires de Roumanie, de Bulgarie. Et donc, j'ai appris à connaître ces gens petit à petit, un petit peu parce que bon, je ne suis jamais qu'un gadjo. Et donc, il reste toujours une certaine défiance à l'égard de celui qui n'est pas Rome, qui ne fait pas partie du groupe. Donc, il n'est pas difficile de constater, comme l'a souligné Alain tout à l'heure, que le mode de vie de ces familles n'est pas le même selon le groupe qu'on rencontre. Ici, ces familles sont des familles qui sont ici en Belgique depuis quand même un bon nombre d'années, donc du côté de la Gare du Nord, hein, je précise, parce que je n'ai pas la prétention de connaître toutes les familles, même toutes les familles de Saint-Josse. Je connais essentiellement les familles de la Gare du Nord et puis les familles slovaques dont je parlerai après. Donc, les familles que j'en rencontre du côté de la Gare du Nord sont des familles qui ont des habitations, qui payent avec difficulté, mais qui payent quand même, en général, et dont les enfants, pour la plupart, vont assez régulièrement à l'école. C'est un fait important. Bon, il y a l'école Arc-en-Ciel, non, Tournesol, pardon, je confonds toujours les deux. L'école Tournesol qui est à 90% peuplée, fréquentée d'enfants roms, d'origine rome. Alors, une autre caractéristique aussi que j'ai pu constater, c'est que apparemment les familles ont plus une caractéristique nucléaire, c'est-à-dire la famille père, mère et quelques enfants. Quoique, je dis apparemment parce que je finis par constater aussi que les familles sont connectées. Il y a des liens de famille entre différentes habitations. On va dire comme ça. Oui, alors aussi, les familles ont beaucoup moins d'enfants, en tout cas avec eux ici en Belgique. Il se peut qu'il y ait encore des familles qui sont des enfants qui sont restés en Roumanie ou qui sont partis vivre dans d'autres pays, en Espagne par exemple. Et donc ils sont avec 1, 2, voire 3 enfants pour la plupart des familles que je connais à Saint-Josse. Souvent il y a beaucoup de remariages. Il y a eu beaucoup de remariages dans tout leur parcours. Et donc bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Oui, donc comme je l'ai dit, ces familles ici sont installées depuis assez longtemps et les membres de famille qui viennent ont un petit peu plus de chances de réussir. Donc quand il y a déjà un point d'ancrage, quand il y a déjà une tête de pont, si je peux dire, comme l'expliquait Alain tout à l'heure, ici en Belgique. Voilà. Alors maintenant, je vais un peu parler donc de ces familles qui sont arrivées à la Gare du Nord avec le décret Wathelet en 2009. Donc,
avec la maraude, nous essayons, quand nous les rencontrons, de les aider. À l'époque, donc, comme je vous l'ai dit, nous travaillons essentiellement avec des sans-abri, donc des personnes qui, pour la plupart, ont des papiers en règle, enfin en tout cas ont un droit de séjour en Belgique. Donc les questions concernant l'immigration sont des choses tout à fait nouvelles pour nous, et en particulier pour moi, qui vais me spécialiser dans le travail avec les familles roms. Et donc ce que nous faisons surtout à l'époque, c'est essayer de trouver en vain, malheureusement, des solutions d'hébergement. Pendant des semaines, je vais utiliser mon téléphone pour essayer de contacter des propriétaires, pour essayer de contacter par exemple le SAMU, pour essayer de trouver des solutions d'hébergement. À chaque fois, la réponse est la même. Non, ils n'ont pas de papier, non, ceci, non, ça. Enfin, des tas de difficultés qui font que, on en reste là. Finalement, un jour, à partir d'une certaine période, on a les médias, surtout néerlandophones, qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe à la gare du Nord. Et donc, on a une diffusion de cette situation intolérable à la gare du Nord. Et un jour, je reçois un coup de fil à la maison. Il était environ 10 heures du soir. C'est un monsieur qui s'appelle Laurent Frémal, qui me dit « Ah bonjour monsieur Volsens, je suis à la gare du Nord, il y a ici un enfant qui m'a dit que je devais vous téléphoner. » Et donc je viens voir ce qui se passe. C'était donc une association qui s'appelle Une Main Tendue, qui avait été alertée par des sympathisants de l'association, en disant oui, il y a des familles qui dorment à la rue, qui dorment à la gare, dans des conditions tout à fait déplorables. Et en fait, grâce à ce monsieur Frémal, qui était très dynamique, on a commencé à explorer d'autres chemins que je n'avais pas explorés moi-même. Et on a obtenu du chef de gare que les femmes et les enfants, au moins, puissent rester dormir. Et ça a fonctionné pendant quelques jours. Finalement, on a la police qui a permis aussi de prendre les familles qui ont bien voulu les accompagner dans une cellule de dégrisement. Bon, ils n'étaient pas enfermés, mais c'était un toit et un endroit chauffé où elles ont pu rester à l'abri pendant 2 nuits. Et on a le bourgmestre de Sint-Niklaas qui a offert de prendre des familles et qui les a hébergées pendant un certain temps. Entre-temps, malgré toutes les démarches que nous avions faites, des familles avaient commencé à demander le retour volontaire avec de grosses guillemets, parce que voyaient pas d'issue. La situation était vraiment intenable. Donc le bourgmestre a dit moi je les accueille, mais vous ne faites rien pour les décourager de retourner en Slovaquie, parce que moi je ne peux pas assumer ad vitam aeternam leur hébergement. Donc nous avons visité les familles qui étaient encore à Sint-Niklaas une fois. Nous n'avons pas très d'accord d'être filmés, d'être suivis par les journalistes. Et donc les journalistes ont fait leur business de leur côté. Mais ils nous ont envoyé un SMS nous disant Košice, donc c'est une grande ville en Slovaquie, Košice, le plus grand ghetto rom d'Europe. Horrible. Bon, les familles rentrées en Slovaquie, moi je pensais que c'était fini. Ben non, 3-4 mois après, la maraude est de nouveau appelée vers 22h. Des familles roms se sont installées au CCN. Donc le CCN, c'est la partie commerciale de la gare du Nord. Et c'est tout à fait impossible. Le bourgmestre faisant fonction, madame, je ne sais plus comment, il a formellement interdit toute installation. Et il n'est pas possible de les héberger dans les cellules
quoique les familles se trouvaient quand même dans les cellules, mais nous avons passé plusieurs heures à tester nos téléphones, tester la résistance de nos téléphones pour essayer de trouver une solution. Finalement, c'est quelqu'un de Saint-Josse qui nous a dit moi je connais une maison qui est vide depuis depuis longtemps. La porte est ouverte. Oui. On est allé là, on a conduit les familles qui étaient arrivées à la gare du Nord. La police nous a aidé à convoyer les familles dans la maison. Donc on était sûr qu'on ne serait pas renvoyé le lendemain par une intervention policière. Quoique, il s'avère que la maison est une maison des propriétés communales qui était en rénovation. Et le bourgmestre nous a permis de pouvoir rester, de pouvoir laisser les familles quelques jours le temps d'essayer de nous retourner pour trouver une autre solution. À force de continuer à faire chauffer nos téléphones, nous n'avons rien trouvé, nous n'avons toujours rien trouvé. Le SAMU social, la réponse de Madame Peretta, c'était contacte Monsieur DeVos, le délégué général aux droits de l'enfant. Moi j'étais un peu intimidé, je me disais, le délégué général aux droits de l'enfant, moi petit éducateur de rue, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, Enfin bref, je ne l'ai pas fait. Mon collègue Jean-Michel Sorel me dit il nous reste le squat où nous allons déjà porter la soupe aux jeunes qui ont ouvert la rue du Méridien. Et il y a plein de places dans cette baraque. Elle attend que les gens qui en ont la charge, on va dire comme ça, puissent commencer les travaux. Et donc, puisqu'on a quand même l'autorisation de la commune de laisser les autres dedans, profitons de cette occasion-là. Il faut dire que cette maison avait accueilli quelques mois auparavant des Afghans et qu'il y a eu un apport important de vêtements. C'était aussi, je crois, des familles. Et les Afghans, quand ils ont quitté la rue du Méridien, ont laissé des tas de choses, des tas de vêtements. Les jeunes qui étaient dans la maison, ils avaient des chiens, qu'ils laissaient en liberté. Et ces chiens, se baladaient aussi dans ces vêtements et ont laissé des cadeaux pas très ragoûtants. J'ai dû prendre vraiment mon courage à deux mains pour dire, puisqu'il n'y a que ça, ce sera quand même toujours mieux que rien du tout. Et j'ai demandé chez nous à la prévention des sacs poubelles, des gants, de l'eau de Javel, etc. Tout ce qu'il fallait pour pouvoir essayer d'un peu rendre ça acceptable d'un point de vue hygiénique. Et j'ai commencé à mettre dans les sacs, et puis les gens sont venus me donner un coup de main pour continuer, et puis je les ai laissés achever le travail, et nous avons javelisé tout le rez-de-chaussée, et finalement c'était quand même un endroit agréable à vivre quand ils ont eu fini les aménagements. Alors, ces familles vont rester dans cette occupation pendant 4-5 mois, peut-être plus, je ne sais plus très bien, avec malgré tout l'inconvénient que des personnes de la rue sont venues s'ajouter et avaient l'alcool léger, on va dire. Ce qui rendait la situation quand même assez bruyante, assez difficile aussi dans la cohabitation. D'autres familles sont revenues. La famille que nous avions accompagnée à l'aéroport
est revenu d'abord à Gand. Un jour, je reçois un coup de fil. Ah, Luc, nous sommes à Gand. Bon, oui, d'accord. J'oublie de préciser que pendant tout le temps où ils étaient en Slovaquie, ils m'ont régulièrement téléphoné me disant écoute, tu peux pas nous trouver une maison parce que bon, on veut revenir, tu peux pas nous trouver une maison parce qu'on veut revenir. Ma réponse étant invariablement écoutez, moi je sais pas, j'ai pas les moyens de vous trouver une maison comme ça. Pour trouver une maison, il faut de l'argent, etc. Et j'ai pas de moyens pour vous louer une maison. Et pour moi, la solution de bon sens, c'est qu'il y ait un adulte qui vienne, qui cherche du travail et puis qui loue la maison pour la famille. Et à ce moment-là, comme vous avez du travail, puisque vous êtes européen, etc., toutes les solutions s'ouvrent à vous pour pouvoir vous installer régulièrement en Belgique. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Donc, comme je vous le dis, ils arrivent à Gand, ils me téléphonent le samedi. Alors, moi, je téléphone à Laurent, je lui dis, écoute, ils sont revenus, ils sont à Gand. Ça te dit qu'on aille leur dire bonjour. Bon, on est allé. Alors, on a vu la baraque, une petite maison ouvrière, je crois, qu'ils avaient ouvert. Et bon, on a passé la soirée avec eux, on a été chercher à manger, on a mangé, etc. Et puis finalement, on rentre, lui à Namur, moi à Bruxelles. Et le lendemain, je reçois un coup de fil, un autre coup de fil. Ah Luc, on est ici à Bruxelles, on est rue du Méridien. Ah, je ne leur avais pas parlé de la rue du Méridien, je ne leur avais pas dit qu'il y avait des familles qui étaient rue du Méridien. Barraf, l'envolé, comme disait l'autre. Bon, ben voilà, ils étaient là, quoi, avec donc grosso modo 20-25 personnes en plus, comme ça d'un coup, dans cette grande maison. Alors, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que les familles sont fort en contact, même si elles ne feront pas partie du même groupe familial. Alors, j'ai l'habitude de parler des familles en tant que clan, en tant que tribu, enfin, terme qui me permet d'évoquer le regroupement donc, de plusieurs cellules familiales. Et donc, c'était là, en gros, deux tribus, deux clans qui se trouvaient, grosso modo, 35 personnes, femmes et enfants compris, d'un côté, et grosso modo une vingtaine de personnes, femmes et enfants, et donc des personnes d'origine guinéenne, des personnes d'origine polonaise, quelques Français, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça fait un mélange assez bruyant, assez agité, avec de temps en temps des peurs pour la sécurité des uns ou des autres, parce que ça s'engueulait joyeusement. Enfin, joyeusement, si je peux dire. Dans cette situation, la maraude a fait de son mieux pour leur fournir de l'intendance. C'était le mieux que nous puissions faire et essayer d'aider à quand même calmer les esprits. Mais ce n'était pas évident. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Les autorités communales ont finalement décrété que la situation hygiénique, que la situation de bruit et tout ça était inacceptable, la situation de sécurité. Et donc, il y a eu un avis d'expulsion qui s'est fait un matin. Tout le monde a été sorti. Et ça a été 2 jours assez épiques. Parce que avec d'autres associations, l'une venant de Liège, nous avons monté des tentes sur l'espace du monument aux morts de la commune de Saint-Josse. Et les gens ont dormi comme ça 2 jours au pied du monument aux morts.
Et finalement, avec un avocat convoqué par des politiques de la commune, en référé, fait d'asile a été condamné à prendre les familles en charge en déant le mois, et la commune a offert de prendre les familles dans une buvette liée au terrain de football et au terrain de sport appartenant à la commune, située dans la commune des Verts. Accessoirement, dans les négociations pour les soins médicaux et tout ça, pour la carte médicale, on a eu des soucis par rapport au CPS parce que il était difficile de déterminer quel CPS était territorialement compétent, étant donné que le terrain lui-même, en partie, se trouvait sur la commune de Woluwe, en partie sur la commune des Verts, et le tout appartenant à la commune de Saint-Josse. Bon, ça c'est juste pour la petite histoire, d'autant plus que, in fine, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la suite des événements, mais donc les familles sont restées sur le terrain. Alors, j'ai envie de relever ici un aspect quand même, on va dire, étonnant sur le fonctionnement de la solidarité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les familles ne savaient pas, ne savaient pas par mon fait en tout cas, qu'on avait un squat, qu'on avait investi un squat rue du Méridien, et donc elles se sont téléphonées et elles ont été invitées. Je ne peux pas imaginer, je ne sais pas comment ça s'est passé en réalité, mais je ne peux pas imaginer autrement qu'elles aient été invitées par celles qu'on avait installées dans la maison rue du Méridien, qu'elles n'aient pas été invitées. Ça ne me paraît pas pensable, sinon il y aurait eu une fronde pour les empêcher de rentrer. Ce qui s'est passé rue de la Concorde, mais ça c'est un autre moment de l'histoire. Donc, tout le temps qu'ils ont été rue du Méridien, ça a toujours été des conflits entre familles, alimentés par les attitudes des gens alcoolisés. Bon, toujours est-il que quand ils sont arrivés sur la plaine des Verts, d'un côté, le clan de 30-40 personnes a pris la buvette et les douches du terrain de football pour eux, et les autres n'ont pas voulu rentrer là-dedans parce qu'ils auraient été trop les uns sur les autres, plus encore que ce qui n'était rue du Méridien. Et donc on a trouvé une solution de prêter des tentes pour leur permettre de vivre. Bon, comme c'était quand même en été, ça ne posait pas de problème. Et donc là encore, la maraude avec les équipes des APS et des stewards, nous les avons soutenus, nous leur avons apporté de la nourriture, etc. L'association qui était venue de Liège est encore venue régulièrement apporter des repas, est venue apporter de la vaisselle, etc. Donc, en gros, bon, ça s'arrangeait comme ça pouvait au mieux. Alors, je vous ai parlé donc de cette famille qui était repartie en Slovaquie, puis qui finalement est revenue. Ces familles, parce que plusieurs sont repartis en Slovaquie. Et donc, ça nous a intrigués à Laurent et à moi, ce truc. Pourquoi ces familles qui sont si mal ici partent en Slovaquie et puis reviennent quand même. Donc, on a décidé d'aller voir. Et bon, on ne s'est pas contenté de nous documenter sur Internet, etc. Il fallait qu'on voit de nous-mêmes pour pouvoir aussi en témoigner, pour pouvoir dire, bon, ben, ce n'est pas l'homme qui a vu l'ours, enfin non, pardon, c'est pas ça, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.
Et donc, nous sommes allés voir, nous nous sommes rendus compte, bon, on a quand même pris en contact, on a eu, grâce au MRAX, les coordonnées d'une pédiatre en Slovaquie qui travaille beaucoup avec les familles roms. Et donc, le premier jour, nous avons été accueillis par un des membres de la famille que nous avions accompagné à l'aéroport. Et ils nous ont invités à dormir chez eux. Bon, comme ils nous ont offert le lit, on s'est senti un peu gêné de leur prendre le peu de confort qu'ils avaient. Mais en tout cas, ça nous a quand même permis d'entrer dans la famille, de voir comment ils vivaient et de voir les conditions de vie des familles qu'ils nous ont fait rencontrer sur place à l'Unique 9, qui est donc une cité, celle dont nous avons eu le SMS, le plus grand ghetto d'Europe. Et dans ce ghetto, dans l'Unique 9, composé de bars, de buildings et de quelques bâtiments d'un étage, tout de plein pied. Je ne sais plus très bien où je voulais en venir, mais toujours est-il que nous avons vu de l'intérieur comment ça se passait. Alors, l'intérieur, les appartements étaient aussi bien aménagés que possible en général. Par contre, l'extérieur des buildings, si vous allez voir sur YouTube, vous tapez l'Unique 9 et vous verrez, vous aurez l'occasion de voir un peu l'environnement de ces trucs. C'est assez... ça donne des frissons dans le dos. Alors, la famille qui nous avait accueillis, ils avaient l'électricité en continu. Bon, enfin, en tout cas, on n'a pas remarqué de coupure d'électricité. Par contre, ils avaient l'eau durant 2-3 heures par jour. Oui. Dans un bâtiment que nous avons été voir, ils avaient une ancienne douche pour 19 familles qui vivaient dans 2 grandes pièces. Bon, voilà. Oui. Bon, finalement, nous sommes allés voir avec la pédiatre différents endroits. Nous sommes allés voir Hermanovce, nous sommes allés voir Švinja, deux hameaux faits avec des rondins de bois le long d'une rivière. Et alors, donc, en cas de crue, plusieurs maisons ont été embarquées par les flots. Nous sommes aussi allés voir avec le jeune qui nous accueillait chez sa belle famille à l'Unique 9. Nous sommes allés voir d'autres implantations, toujours à Košice, faites de briques et de broc. Là, c'était à côté d'une usine de gaz. Donc, ce sont des implantations qui sont installées à la sauvage, avec une certaine tolérance pendant un certain temps. Et puis, bon, quand les autorités décident de se réveiller, on envoie les bulldozers et on nettoie, on démolit, sans autre forme de procès. Et évidemment, les personnes ne sont pas relogées parce qu'elles n'ont pas de moyens de payer de loyer. Nous avons aussi été voir un endroit qui était quand même nettement luxueux par rapport même à l'Unique 9. C'est à Prešov, c'est une ville juste à côté de l'Unique, de Košice, pardon. Je crois que c'est la 3e grande ville de Slovaquie. Et
Là, c'était un bâtiment, un énorme bâtiment où devait y avoir, à vue de nez, comme ça, je dirais, une centaine de familles qui étaient installées dans de très bonnes conditions, il faut dire. Ils avaient donc une pièce tout à fait fraîche, bien un séjour, puis bon, une salle de bain, une kitchenette, pardon. Et le bâtiment, en gros, était pas mal. Bon, il y a bien des plaques de crépi qui tombaient, mais bon. En gros, j'attribuerais ça à la qualité de la construction, mais c'est mon regard sur la finalité de ce bâtiment, puisqu'il a été construit spécifiquement pour des Roms, au point que, au moment de la construction, il avait été envisagé de clôturer le bâtiment avec toute une palissade, tout un mur entourant le bâtiment pour bien séparer les Roms du restant de la ville. Fort heureusement pour eux, ce mur n'a pas été construit, bien que quand on approche la cité, on voit des remblais qui sont tout autour du bâtiment. Que dire encore? Oui, à propos des murs, il y en a quand même qui ont été bâtis autour d'autres espaces en Slovaquie. Et à Kozice, il y a un mur, je ne sais pas s'il faut vraiment s'en émouvoir, je vais dire, de celui-là, tellement c'est un petit mur qui ferme juste le passage entre deux buildings qui donne accès au parking de la cité juste à côté, qui est, si je me souviens bien, l'unique 8. Enfin bref, nous sommes revenus en Belgique finalement. Et en arrivant, il y avait au parc Maximilien un grand campement de personnes refusées par fait d'asile qui s'étaient installées là. Je ne veux pas parler beaucoup de ce campement. Toujours est-il que quand nous sommes revenus, c'était donc en septembre 2010, si je ne me trompe pas. Les familles qui étaient donc hébergées encore pendant notre voyage en Slovaquie ont été transférées dans un hôtel, l'hôtel Louise, à Ixelles, sur le boulevard Général Jacques. Et les familles étaient entassées dans une ou deux pièces par famille. Avec armes et bagages, avec un accès à la cuisine au rez-de-chaussée et avec une petite somme d'argent pour pouvoir acheter de la nourriture. Ils étaient finalement pris en charge par fait d'asile. Moi, je vous invite à poser ces questions, peut-être à vous lever ou pas, en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Madame, on vous écoute. J'ai été interpellée par l'exposé de M. Bolsen parce que je trouve qu'on est chaque fois dans une situation qui est récidive. Et vous avez bien dit, il n'y a pas de structuration. D'un autre côté, le problème de la Slovaquie n'est pas seulement un problème de misère, je dirais économique, parce qu'ils sont dans des espèces de ghettos, mais je pense que si on fait une comparaison avec les Allemands juifs dans les années 29-33, c'est une misère psychique. Ils sont complètement rejetés par la population et ils ont des problèmes aussi bien avec l'économique qu'avec l'administratif. Donc ils ne savent pas vivre décemment dans ces pays. Donc, ces pays ont quand même signé les accords législatifs d'entrée dans l'Union européenne. Absolument. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire pression au niveau de l'Union européenne, même par des combats légaux, en mettant un avocat? Et si ces pays n'améliorent pas leurs lois sur la minorité et leur attitude, dire eh bien les budgets qu'on vous a donnés pour supporter vos minorités, donnez-les à l'Europe qui accueille vos minorités. C'est une question que je lance, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ça de façon plus
structurel, parce que sinon, on va toujours décourager. Ces gens, à partir du moment où ils n'ont pas de métier, où on ne les aide pas par un burgering ou autre chose à trouver un métier, ils seront toujours piégés. On les reverra, ils reviendront. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est une réflexion que j'essaye de pousser. Effectivement, puisque vous nous renvoyez, enfin vous nous laissez partir, voire j'ai même entendu que des familles recevaient de l'argent pour payer le bus, le car, c'est peut-être de la légende urbaine. Pour les envoyer chez nous, puisque la Belgique devait les prendre en charge, qu'on facture au pays d'origine les frais. Mais j'ai bien peur que ce ne soit de la pure utopie. Mais sinon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut passer par l'Europe. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais Ils ont des commissaires à l'Europe. Madame. Je suis Lina D'Amico et je travaille pour Caritas Vlaanderen Belgique. J'ai travaillé longtemps aussi européen. Et il y a, disons que la Commission a pris maintenant plusieurs mesures et aussi plusieurs budgets pour l'intégration et l'inclusion. Et il faut dire qu'il y a plusieurs programmes qu'ils ont mis sur pied, qui petit à petit travaillent assez bien, il faut dire ça, mais ils ne résolvent pas les problèmes du tout, tous les problèmes grands qu'il y a. J'étais aussi moi-même en Roumanie en février pour une conférence qui a eu lieu. C'était la Caritas d'une ville qui s'appelle Oradea, tout près de l'Hongrie, où ils ont fait une conférence pour toutes les personnes, les évêques et toutes les autres instances qui travaillent sur l'inclusion. Et il faut dire que cette ville particulièrement était une ville qui appartenait à la Translavie et qui, disons, est tout près de l'Hongrie. Là, on fait plusieurs projets sur l'inclusion des Roms. Par exemple, j'ai visité moi-même un projet très intéressant qui avait à voir vraiment avec la pré-école. Disons qu'il y avait la Caritas qui avait, avec les gens, demandé qui était intéressé à envoyer les enfants après l'école, ainsi qu'ils étaient bien suivis. Eh bien, j'étais vraiment incroyablement surprise par le travail qu'ils ont fait, parce que ces enfants étaient tellement bien suivis. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient tellement bien suivies. Et je pense que c'est un exemple pour là-bas et pour ici, là où vraiment on investit dans l'inclusion. Là, je pense qu'il y a beaucoup de réussite. J'ai rencontré dans cette conférence, il y avait 50 personnes, il y avait 5 personnes roms, dont un sociologue rom, un jeune ingénieur de l'alimentation, le père de celui-ci qui était l'éducateur sportif. Il y a quand même, il faut dire aussi, des personnes dans leur communauté, comme M. Régnard vient de dire, qu'il y avait quand même aussi des personnes qui ont eu la possibilité d'étudier dans le passé, dans l'ère communiste, et qui quand même prennent en charge. Mais le vrai problème en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs personnes d'ethnie rom qui ne veulent pas se déclarer roms, parce qu'ils sont beaucoup aussi exclus et il y a beaucoup de racisme vis-à-vis d'eux. Mais il y a tellement d'argent de l'Europe et du pays même qui veulent vraiment essayer de les investir pour les inclure. Par exemple, maintenant, ils sont en train de faire des projets pour prendre une profession pour les jeunes qui n'ont pas encore de diplôme. Eh bien, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se déclarer roms pour pouvoir entrer dans ce projet. Et il y a quand même des choses à faire, mais il y a un mois, il y avait aussi des programmes, un programme, disons, de 3 ans. Il y a un expériment avec 10 pays payés par la Commission sur comment donner une image positive. Parce que on parle maintenant vraiment de la classe sociale la plus basse, des Roms. Et on pense que c'est 10% des 12 millions de Roms qui habitent en Europe. Mais des 90%
ce groupe, personne ne parle. Et là, il y a vraiment des projets magnifiques qu'ils ont fait. Ils ont créé des posters sur des Roms qui sont comme moi et vous, hein, ceux qui sont devenus médecins, ceux qui sont ouvriers spécialisés, etc., pour dire à la population, eh bien, il y a ceux qui n'ont pas réussi, mais il y a aussi 90% des gens qui ont réussi, qui peut-être s'appellent encore Roms, ou des autres qui ne veulent plus s'appeler Roms, mais d'eux, on devrait aussi parler. Parce que si on parle d'eux, on ne parle plus seulement d'une tranche de personnes qui ont besoin beaucoup de soutien, oui, mais il faut aussi, pour avoir une vision totale, aussi parler des personnes qui ont réussi. Et je veux dire ça, même si ici, c'est évident que les plus marginaux viennent ici, mais ceux qui ont réussi, peut-être peuvent aider ceux qui ne le sont pas encore. Je ne sais pas si vous voulez réagir peut-être par rapport à ça. Mais en gros, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'affaire de l'Unique 9, il faut quand même le dire. Au départ, l'Unique 9, c'est un quartier qui a été monté de toutes pièces, si je me rappelle bien, en 1993. Il a été monté de toutes pièces pour loger là-bas des personnes, quels que soient les groupes ethniques, des personnes qui n'avaient pas qui ne payaient pas leur loyer. Vous allez me dire, on peut peut-être faire mieux, comme pour résoudre la question du non-paiement de loyer. Mais donc se sont retrouvés là, petit à petit, de plus en plus de Roms, mais qui ne savaient effectivement pas payer leur loyer. L'Unique 9, ce n'est pas l'existence des Roms de Slovaquie. Il faut quand même vous dire qu'ici, quand on parle des Roms, des gens du voyage, ici, en Belgique, maximum 30 000 personnes. Je sais bien que c'est un chiffre qui peut être contesté. Il suffit de dire, oui, vous savez, dans les arrière-boutiques, il y en a plein qui travaillent en noir, etc. Donc on ne peut pas dire beaucoup. C'est pas grand-chose. Là-bas, 500 000, c'est-à-dire 10% de la population. C'est pas 500 000 personnes qu'il y a à l'Unique 9. C'est beaucoup de monde. Mais l'Unique 9 a été visité par toutes les personnes du Conseil de l'Europe que vous pouvez imaginer, depuis 1994-95. Il y a eu des colloques à Košice où on allait systématiquement voir la situation qui empirait peu à peu. En 1998, si j'ai bonne mémoire, il y a eu un renvoi massif de tziganes roms slovaques vers Košice à partir de la Belgique, plein qui ont été renvoyés. On a oublié ça. Ces gens se sont retrouvés à Košice, notamment, la plupart ont déguerpi, sont retournés dans leur famille en dehors de Košice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En Belgique, il y a eu une délégation parlementaire qui est partie jusque-là pour voir la situation. On leur a permis de quoi? On leur a juste montré Košice, l'Unique 9. Donc une situation dégradée, épouvantablement dégradée. Voilà. Alors, il y avait Georges d'Allemagne, c'était un CDH, il y avait un libéral qui était le fondateur de Médecins sans frontières, je ne sais plus comment il s'appelle, le docteur de Stex. Il y avait un Josie Dubier pour les écoles, et il y avait un écolo néerlandophone. Et moi, je les avais accompagnés pour jouer le jeu. Et sur place, il y avait des gens tout à fait intégrés, Roms ou mariés à des Roms, qui nous ont pilotés. Mais qui nous ont pilotés en disant bien attention, ce que vous voyez, ce que les officiels nous montrent, c'est pas la réalité. Voilà. Donc c'est pas simple à résoudre cette question-là. Elle est vraiment complexe, sachant que une bonne partie des Roms qui sont intégrés ne veulent absolument plus se faire passer pour Roms. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez un groupe tout à fait intéressant. Un groupe de jeunes chanteurs et danseurs qui viennent pas de Prešov, mais qui viennent de là-bas, c'est Kesaj Chavé. Kesaj Chavé est organisé par un couple mixte au départ, et toute une série de gens. La partie tzigane, ce sont des musiciens chevronnés depuis très longtemps, qui sont tout à fait intégrés. Et le musicien en question, le gadjo, est un descendant d'officiers russes. Ce ne sont pas du tout des marginaux, pas du tout. Et ce sont des gens qui font un boulot magnifique en essayant de faire prendre conscience par la culture qu'ils sont autre chose que des pauvres, misérables enfants, souvent délaissés parmi la famille. Mais
si vous voyez ce que je veux dire, ces gens qui deviennent de fameux danseurs, hein, et ce groupe vient à Bruxelles dans pas tellement longtemps encore, ils viennent souvent d'ailleurs, eh bien, les organisateurs sont tout à fait intégrés et les bénéficiaires sont des gens effectivement issus de la marge. Une marge indescriptible. Indescriptible. Mais, donc toutes les situations existent en quelque sorte. Le problème, c'est que les propres enfants des directeurs et autres de Kessa et Chavé, qui sont, on va dire, des métis, on va dire ça, pour simplifier, ils ne veulent absolument pas se faire reconnaître comme Roms. Ils sont tous typés plus l'un que l'autre, mais ils ne veulent absolument pas. Et il y en a beaucoup. Par contre, est-ce qu'ils rejettent leur romanité pour autant? Non, parce qu'ils sont dans des HLM, comme beaucoup encore dans ces régions-là, et dans les HLM, il y a des solidarités d'un étage à l'autre et des choses comme ça. Donc il y a une force qui existe. Oui. Mais cette force n'est pas mise à disposition de l'évolution. Chacun y va de son projet. Actuellement, on a un projet du Conseil de l'Europe encore, et de la Fondation, et de M. Soros. M. Soros est un archimillionnaire ils veulent lancer ils ont lancé maintenant un institut de valorisation de la culture rome, pour les Roms, au bénéfice des Roms, etc., etc. Le seul gros problème là-dedans, si on ne fait pas gaffe, c'est très bien de faire des choses, hein, mais si on ne fait pas attention, exactement la même chose, tout reporter vers l'Europe, etc. Si on ne fait pas attention, on est en train d'isoler une population de 12 millions d'habitants qui est considérée à partir de maintenant par la partie la plus faible. Voilà, l'image, ce sont les plus pauvres, regardez, et on ramène ça aux 12 millions, puis on leur dit, la solution, c'est pas chez nous. Alors j'ai bien insisté, ils sont territorialisés. Les Roms slovaques, ils parlent le slovaque comme ils ne parlent pas le wallon, ils ne parlent pas le flamand avant de venir ici. Ils parlent le slovaque et ils parlent le romani à la slovaque. Et donc si on les isole petit à petit, c'est bien, on va dire, nous on n'a plus de responsabilité, c'est l'Europe. Mais l'Europe, c'est aussi les gouvernements. Et c'est finalement tout le monde. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a des plans de promotion à mener pour une série de gens, mais il ne faut pas tout globaliser pour autant. Il faut y aller à la mesure, et la mesure, malheureusement, ce n'est pas ça qui règle les questions pour l'instant. D'où viennent ces problèmes avant l'unique 9? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait Il y avait, en 1948, quand les communistes sont venus au pouvoir en Tchécoslovaquie, il y avait à peu près 300 à 400, pas bidonvilles, mais hameaux de tziganes, surtout à l'est de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire dans la Slovaquie actuelle. Ça. Les communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? À leur manière, et pas toujours avec des bâtiments de qualité, je veux bien, mais ils ont bâti des blocs pour faire disparaître ces champs, si vous voulez, ces hameaux de tziganes. Quand les communistes ont dû quitter le pouvoir, je ne suis pas en train de jouer pour eux, mais quand ils ont quitté, il y avait encore une trentaine de hameaux de tziganes à résorber. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'était bien, que c'était des beaux bâtiments, etc. Et il y avait encore une trentaine à résorber. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Plus de 600. D'où ça vient, ça? D'où vient l'unique 9? D'où viennent ces 600 endroits où il y a des gens, je vais parler de photos, mais c'est vrai qu'on pourrait faire pleurer tout le monde en voyant des gens mal nourris, gras, pas gras de bonheur, hein, gras de manger n'importe quoi, de malbouffe, etc. Il y a vraiment des trucs pas possibles. C'est vrai qu'il y a aussi, quand je dis attention, il y a une éducation dans la famille, etc. Oui, mais c'est pour ne pas, justement, m'appesantir sur des faits épouvantables aussi qu'on voit dans les familles qui ne bougent plus, dont plus personne ne veut, à commencer par les élites tziganes. Et donc c'est cette situation-là qu'il faut pointer. D'où ça vient, tout ça, les 600 et quelques? Ces gens n'ont plus de travail, pas depuis aujourd'hui, hein, depuis 1987, 88, 89, 90. Ils n'ont plus de travail depuis ces jours-là. Ça veut dire qu'en 1990, on va vers les 25 ans. Hein. Si on n'y est pas déjà. Oui. Voilà, on y est tout juste. Ça fait 25 ans que les familles dégringolent. Alors c'est vrai que ce sont des gens malheureux qui viennent ici, ce n'est pas les ingénieurs qui viennent ici. Mais ceux qui viennent ici, c'est des gens qui en veulent déjà, la plupart. C'est des gens qui ont une culture de la résistance, une culture
Ils sont pas dans une situation d'être des tziganes, ils sont dans une situation d'être des migrants en quête d'un bonheur. Voilà. Et après, quand c'est possible, ben, le bonheur, pour certains, ça sera ici, et pour d'autres, ça sera le retour ailleurs, ou dans leur pays d'origine. Peu importe, tous les plannings sont certains. Nous, en Belgique, comme dans les autres pays d'Europe occidentale, on a ce monde-là depuis déjà un bon bout de temps. Vous avez remarqué, j'ai parlé de l'UNIC 9 en 98, et toi, tu as parlé en 2011, hein, 2010, 2011. 2010, 2012. Voilà. Donc, vous voyez, le problème, il revient, et ce sont des gens qui, en gros, en veulent. Qui sont prêts à jouer au Boy Scout, à la limite, pendant quelques mois, pour essayer de tirer parti. Sachant que ce qu'ils vivent là-bas, parfois, c'est pas rose. Donc, du pas rose là-bas et du pas rose ici, mais tirer un peu d'argent alors qu'on n'a plus rien là-bas, c'est bien. Et puis, non seulement c'est tirer un peu d'argent, mais c'est aussi ne pas être traité comme des immondices là-bas. Oui, mais cela étant, peut-être que c'est pas aussi explicite que là-bas, mais par le fait même qu'ici on ne fait rien pour eux, alors qu'ils ne sont pas des centaines de milliers. Hein. Non. Ils ne sont pas des centaines de milliers, ils sont quelques. Les Slovaques sont quelques centaines, bien, je dirais. On évalue de 2 à 500 personnes. C'est pas grand-chose. Et on n'a toujours pas résolu ici les problèmes des gens du voyage. Monsieur peut-être, et puis madame, monsieur. Donc moi c'est Christophe Carlier, je travaille au CPS de Charleroi. Voilà, on a été interpellé par différentes écoles qui étaient en panne par rapport à la scolarisation des enfants, qui nous disent, ben voilà, les enfants viennent au début de l'année et puis on ne les voit plus le reste de l'année. Et alors plus le temps avance, plus ça devient difficile, notamment à partir du moment où ils deviennent pubères, où ils sont mariés, semble-t-il, assez tôt. Et donc, une question, vous avez évoqué des éléments de culture liés au rôle important de la famille élargie, l'importance des enfants. Et donc je me demandais dans quelle mesure l'école n'est pas perçue comme un élément d'acculturation où ils perdraient finalement une part de... pour eux, la bonne éducation, c'est celle qu'ils vont donner à leurs enfants. Bon, et donc voilà, je me demandais par rapport à ça, et dans les faits, est-ce que c'est pas effectivement, si ils vont apprendre à être davantage autonomes, à avoir un travail, ce genre de choses mène finalement vers une plus grande autonomie par rapport à la communauté et être plutôt dans un modèle occidental plus individualiste, famille nucléaire, où finalement, dans une famille nucléaire, de plus en plus actuellement, l'homme et la femme sont indépendants et se séparent quand ils souhaitent se séparer. Et donc finalement, il y a peut-être une opposition de modèles entre le modèle lié à notre école qui réduit la famille de plus en plus à l'individu et alors un modèle où les interdépendances sont plus importantes. Et donc peut-être que dans la famille élargie, est-ce qu'on aurait peur, de certaine manière, de cette école qui désolidarise les gens de la famille, quoi. Bon. Comme vous voulez. Qui veut répondre? Allez-y. Oui, vas-y. Monsieur Bolsen et puis monsieur Rémy. Allez-y, monsieur Bolsen. L'histoire de l'école, je vais dire, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect où c'est la société visitée, donc notre société qui dit, bon, tous les enfants doivent aller à l'école, d'accord? Je n'ai pas rencontré dans les familles de témoignages qu'elles ne souhaitaient pas que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils avaient peur de la déstructuration, blabla, par rapport aux valeurs d'origine. Par contre, j'ai eu plusieurs fois des remarques du genre
Ben oui, on nous oblige d'envoyer les enfants à l'école, mais à côté de ça, on n'a pas droit aux allocations familiales. Et les familles essayent de se dépatouiller tant bien que mal, et plutôt mal d'ailleurs, pour essayer d'avoir de l'argent. Alors parfois, les enfants vont être pris pour aller faire la mendicité parce que ça rapporte un petit peu plus. Parfois, les familles vont faire de la résistance pour mettre les enfants à l'école parce qu'on va repartir dans quelques semaines, c'est pas la peine de mettre les enfants à l'école. Ou on inscrit les enfants à l'école et puis on s'en va quand même. Donc ce sont aussi des occasions pour retirer les enfants de l'école. On va aussi avoir des situations où un argument qui m'a souvent été mis à la figure, oui, mais les enfants n'ont pas de chaussures, les enfants ils n'ont pas de manteau, les enfants ils n'ont pas de tartines pour aller à l'école, même si on s'est arrangé avec l'école pour pouvoir payer les repas. Mais c'est un système évidemment qui ne fonctionne pas à partir du moment où les enfants ne vont pas régulièrement à l'école. Donc l'école va dire non, on peut pas faire comme ça parce que sinon ça veut dire qu'on gaspille de l'argent pour payer les repas. Et ainsi de suite. Je sais pas. Oui, mais il n'y a pas une attitude unique par rapport à l'école. Déjà, quand on dit il y a 12 millions d'habitants, je parle ici à un autre niveau, mais il faut effectivement jouer avec les deux niveaux, le niveau très local et le niveau global. Au niveau global, 12 millions d'habitants, 6 millions de jeunes, dont peut-être la majorité n'a pas fait beaucoup d'études. Mais ces gens sont dans des situations très différentes les uns par rapport aux autres vis-à-vis de l'école. Parce que d'abord, il faut essayer de voir. La première des choses, c'est qu'ils ne sont pas hors de la société. Oui, il y a des gens qui sont spatialement, qui habitent en dehors de la société, mais ils sont intégrés à la société. Et dès lors, la société, elle a des lois, elle oblige les enfants à aller à l'école quand ils sont quelque part. Après 3 mois, hop, on va à l'école. Première chose. Deuxième chose, pour accéder aux métiers, aux divers métiers, il y a parfois obligation de diplôme, etc. Donc il y a toute une série de choses dont il faut tenir compte si on veut jouer à une intégration honorable. Bon. Qui est capable de faire ça? Les gens qui sont nourris. Parce que quand on n'est pas nourri, on a d'autres urgences. Donc déjà, il y a toute une série de gens qui sont laissés pour compte. Et l'affaire des chaussures m'en rappelle une autre. Quand on a 4 enfants en bas âge qui doivent aller à l'école primaire, disons, et qu'il n'y a qu'une seule paire de chaussures, ils y vont 1 jour sur 4. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Pourquoi 1 jour sur 4? Parce qu'il y a la honte d'aller à l'école et d'affronter les regards des autres enfants avant même les regards des institutrices. Donc, c'est un problème qui n'est pas le propre des Roms, c'est un problème de toute une série de gens marginalisés dans notre société. Bon. Mais il y a des Roms, en grand nombre, qui ont ça. Maintenant, il y a autre chose. C'est vrai que le fait même d'être dans un monde où on doit être un minimum scolarisé amène les parents eux-mêmes à se dire, mais oui, il faut qu'on apprenne à lire, à écrire, éventuellement à calculer, etc., etc. Mais dans chaque famille, quand elles savent manger, quand elles sont relativement autonomes, dans chaque famille qui ont un minimum vital assuré, on va dire, il y a quand même l'idée, une sacro-sainte idée, qui est culturellement intéressante, mais qui est de se dire qu'on saura toujours se débrouiller. Voilà. On saura se débrouiller, quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin de l'école, a priori, pour ça. C'est pas fait pour les Roms, a priori. C'est pas fait pour les Manouches, etc. On a d'autres moyens de faire. C'est ça qui les a notamment, pour beaucoup, qui les a amenés à éviter l'école, déjà à l'époque communiste, alors qu'ils étaient obligés d'y aller à l'école. Mais comme on avait des familles nombreuses, on voulait de l'argent facile, rapide, je veux dire, en allant travailler avec beaucoup de main-d'œuvre de la famille, à tel ou tel endroit, etc. Et on ne voyait pas la nécessité
d'aller à l'école. Ça, à l'époque communiste, ça a par exemple permis à des familles qui logeaient avant 1940 hors des villages d'acheter dans les villages des maisons à des gadgets qui allaient vers la ville. Voilà. Et donc il y avait une amélioration, une intégration par le jeu. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez tout à coup sans travail et que par ailleurs le travail que vous pourriez faire ne peut plus être fait parce que vous n'avez pas les diplômes pour, il y a de nouveaux problèmes qui surgissent. Et si vous n'êtes pas armés collectivement pour ça, pour lutter contre ça, eh bien vous devenez fragile, beaucoup plus fragile. Il y a des gens, des groupes roms en Belgique, ceux notamment qui sont ici, pas depuis 20 ans, 40 ans, hein, mais depuis plus de 150 ans. Il y a des groupes qui sont ici, comme ça, qui sont des marchands de voitures, etc. Pour être marchand de voitures, il faut être, on a découvert ça, il faut être mécanicien automobile. Il faut donc avoir fait un diplôme technique. Ils ne savent même pas lire et écrire, certains d'entre eux. Mais ils sont suffisamment forts, ils ont leur réseau, etc. Et ils s'en retirent toujours. Même s'il y en a l'un ou l'autre qui va en prison. Parce que pendant un certain nombre, il n'a pas fait les choses correctement et blablabla. Voilà. Donc ils ont trouvé ceux-là, d'autres ont trouvé d'autres manières de faire. Ils ont trouvé par exemple cette manière-là de voir. Voilà. Contre ça, vous pouvez toujours courir. Vous savez, des manouches ici de Belgique là, qui vivent, des gens là, que je connais particulièrement bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas une seule activité, ils en font plusieurs. Nettoyage de façade, nettoyage de mousse sur les toitures. Alors il y en a qui le font mal, il y en a qui le font très bien, avec les patentes nécessaires. Le commerce sur les marchés. Donc ils vendent notamment des vêtements de seconde main, des chaussures de seconde main, des choses comme ça. Ils ont leur créneau. Quelque chose que vous ne soupçonnez pas, mais qu'ils font à plusieurs, et ça rapporte, figurez-vous, le récurage des cheminées, les ramoneurs. Alors quand ils arrivent chez vous, ils ne vont pas dire « Coucou, je suis manouche, donnez-moi ». Ça, ils vont pas dire ça. Ceux de la famille qui font de la musique disent qu'ils sont manouches. Bilo Mandoman et compagnie, ici à Bruxelles, vous allez au Huchet, ben voilà. Mais les neveux de ces gens-là, ils sont tous sur les marchés ou bien sur des choses comme ça. Si vous ne les voyez pas, c'est pas marqué « je suis manouche ». C'est à peu près comme vous disiez, il y a une série de gens qu'on ne voit pas du tout et qui font peut-être au total la majorité. Voilà, donc c'est pas simple. Et s'ajoute à ça le fait que les enfants qui vont à l'école, admettons qu'ils aillent à l'école. Et bon. D'abord, les garçons, ils ont déjà l'habitude de rien faire chez eux, je ne vois pas pourquoi ils feraient quelque chose d'appliqué. Voilà. Mais même s'ils veulent faire, c'est parfois difficile de se retrouver dans une seule chambre avec des va-et-vient. C'est difficile de travailler. Il y a donc effectivement de l'énergie, disons du travail à réaliser pour améliorer la situation. Et là, l'Union européenne, elle est en avance. On a effectivement toute une série de programmes qui doivent, en principe, disons, obliger les États. J'ai choisi l'appellation. Donc je travaille pour l'SPP Intégration Sociale et je m'occupe, avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, de simplification administrative. J'ai été intéressé par une chose dont M. Régnier a parlé, c'est de la langue rom, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la matière. Je travaille régulièrement avec le Centre de médiation des gens du voyage si j'ai besoin de renseignements, mais ce n'est pas ma spécialité. Et je n'avais jamais entendu parler de la langue rom. Et la question que je veux poser, c'est est-ce qu'ils se comprennent tous entre eux ou est-ce que ce sont des langues vraiment locales? Au départ, si on reconstitue les choses, il y a vraisemblablement une unité chez tous les ancêtres, version Rome, parce que depuis qu'ils se sont mariés avec d'autres personnes, c'est vrai, il faudrait voir aussi les ancêtres de l'autre côté. Mais ceux qui remontent à l'Inde, oui, apparemment, il y a au moins une unité régionale. Apparemment. En tout cas, c'est les mêmes mots de base que l'on retrouve dans les différents dialectes, on va dire. Pourquoi dialecte? C'est pas de raison péjorative, c'est parce que précisément la culture est encore orale, largement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le langage se modifie au fil des migrations et des diasporas, etc.